Bonjour petits écrans lecteurs, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai mis un bonnet parce que j'ai les cheveux un peu mouillés et il fait un peu frais dans la pièce. Bonsoir à tous, je fais juste cette coupure montage pour vous expliquer qu'on a eu la nouvelle hier soir. Les 3 normes seront à Trolls et Légendes en Belgique, à Mons. Alors, je vous remets les dates juste en dessous. Il y a une place qui s'est libérée, donc on a pris cette place. On sera pas forcément dans le pôle littérature, mais juste à côté. Donc voilà, je serai la seule à dédicacer parce que c'est du dernière minute. Voilà, donc j'ai pas trop le choix. Si vous allez à Trolls et Légendes, sachez que tous nos livres seront là et je serai là. Donc si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas. C'était la bonne nouvelle de la journée. Je tenais d'abord à vous présenter mes remerciements. On est 20 000 abonnés sur la chaîne. C'est ouf. C'est ouf. Pour une chaîne d'imaginaire, on va dire, adulte, c'est... Voilà, j'ai pas les mots parce que c'est improbable. C'est improbable parce que on sait tous que sur Booktube, c'est la jeunesse qui marche et en fait, bah, j'en présente presque pas. Donc c'est hyper cool de voir que l'imaginaire adulte, bah, ça motive les gens. Donc ça, c'est super. Je suis sur Booktube depuis 2015, donc ça remonte à quelques années maintenant et c'est ouf de se dire que voilà, j'ai atteint la barre des 20 000 abonnés. Merci. Merci parce que ça récompense tous ces efforts qui ont été faits sur la chaîne et je suis heureuse de voir que les vidéos sur les livres, ça vous plaît toujours. Pour fêter cela, j'ai pas trop d'idées. Voilà, je pensais à une FAQ, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos. Une sorte de récompense, voilà, pour ce nouveau palier d'abonnés. Et on va commencer la vidéo tout de suite avec un book haul. Un book haul qui est composé uniquement de réceptions. Je ne suis pas allée en librairie ce mois-ci parce que je n'ai absolument pas eu le temps de presque quitter chez moi. Donc pour le coup, j'ai eu tellement de travail que j'ai pas eu le temps vraiment de dépenser mon argent en livres et on commence tout de suite. Je vais vous présenter celui qui est arrivé il y a peu, que je n'ai pas encore vu et que je n'ai pas encore dans ma possession, mais il est arrivé dans la boîte aux lettres. Il s'agit donc, je vous ai sorti le premier parce que c'est une suite, c'est le tome 2 du Sang de la Cité, donc Capitale du Sud, donc le tome 2, a priori c'est ça, si on m'a bien informé sur le colis de Guillaume Chamanadjian, donc chez les Forges de Vulcain. C'est un livre de fantasy que j'avais beaucoup aimé, que je vous avais présenté. Je vous avais dit que c'était de la baguette fantasy. C'est une fantasy très française où on suit un jeune homme qui travaille dans le domaine du vin, qui est très inspiré de Marseille, voilà, ce genre de cité phocéenne. Il va se retrouver mêlé à des histoires depuis qu'il a hérité d'un livre. Il y a plusieurs personnages différents, il y a une scène de fin qui me rappelle beaucoup Game of Thrones sur certains points, mais l'ambiance était atypique. C'est un livre qui est atypique aussi, parce que c'est un livre qui a écrit à 4 mains. Je n'ai pas encore lu donc Capitale du Nord, qui est écrit par une femme, il me semble, et voilà, il faudrait peut-être que je le lise avant, je ne sais pas, mais ça va être très rapidement lu, parce qu'il faut savoir que tous les livres que je vous présente vont être présentés très rapidement en update lecture, parce que je suis en train de vider ma palle. Voilà, actuellement je dois avoir moins de 10 livres dans ma palle, ce qui fait que les livres qui me restent, vont être vite lus, vite présentés sur la chaîne pour pouvoir ensuite refaire un stock de livres qui me donne plus envie à ce moment T. Moi j'ai du mal à gérer des palles qui sont trop grosses parce que quand à un moment elles sont énormes, il y a des livres qui ne me font plus envie, voilà, qui traînent là pendant des années. Je préfère maintenant en avoir des palles plus petites et les gérer, voilà, les baisser au maximum pour pouvoir réinvestir dans les livres qui me tentent plus et qui correspondent plus à mon mood de lecture. J'ai reçu des éditions Christian Bourgois, donc deux livres qui sont plutôt des livrets. Voilà, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais ils sont très cool. Donc il s'agit de 2 cartes. Donc une carte de la Terre du Milieu et une carte du Hobbit. J'ai eu particulièrement un coup de cœur sur la carte du Hobbit. Je vous le présente très rapidement sur la chaîne, donc voilà, il y aura un déballage pour vous montrer et tout. Mais c'est assez sympa parce que bon, tu as la carte qui est rangée là. C'est des formats carrés que tu peux encadrer. Ce que je vais faire avec la carte du Hobbit. Et on a donc dans une première partie tout un livre qui est donc illustré par John Howe. Donc on a des illustrations dans le petit livret, il faut juste que je les retrouve. J'aime beaucoup le travail de John Howe, donc il y a une partie où ça parle du Hobbit et une partie où ça parle vraiment des lieux présents dans le Hobbit en expliquant ce qu'ils ont eu comme influence, voilà, dans le monde de Tolkien et tout. Et là par exemple on a l'approfondissement avec des cartes plus approfondies. Bref, pour les amateurs de Tolkien, c'est un vrai plaisir. Pour les amateurs de cartes, c'est un vrai plaisir. C'est des véritables objets de déco qui se rangent super vite. Et moi, je les expose dans ma bibliothèque comme ça parce que les livres sont très beaux. C'est écrit par Brian Sibley, qui est un
un chercheur sur Tolkien très connu. Et Christian Bourgois a fait des petits livres au prix de 20 € qui sont vraiment de qualité. C'est vraiment là pour le coup, soit pour les fans, soit pour faire un cadeau pas trop cher. Et pour le coup, les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont en couleur et je vous laisse découvrir ça en update lecture quand je vous les présente. Autre éditeur. Alors déjà, je vais vous présenter le cadeau que j'ai reçu parce que j'ai eu un petit cadeau de l'éditeur pour le coup. Et il est vraiment très très beau. Je m'y attendais pas et je vais même pas l'utiliser. Je vais le garder comme cahier. Je vais le mettre en fait dans la bibliothèque en exposition parce qu'il est vraiment très très beau. C'est un agenda donc 2022-2023 sur H.P. Lovecraft. Donc voilà, et ça se voit peut-être pas bien avec la lumière, mais donc il y a tout un jeu d'édition qui est très très beau et qui est illustré par Armel Golm qui a fait les éditions de chez Brajon illustrées de Lovecraft. Et donc voilà, pour là c'est des pas à vendre, mais je trouve que le cadeau est vraiment sympa quoi. Pour le coup, Brajon nous a régalé en termes de petit agenda avec des très très belles illustrations. J'aime beaucoup le travail d'Armel Golm parce que je trouve que il correspond vachement bien à l'image de Lovecraft. Bref, voilà, j'avais envie de vous le montrer parce que on reçoit pas des cadeaux tous les jours. Donc joli petit agenda qui fait plaisir. Donc j'ai pas eu que cet agenda de la part de Brajon, j'ai eu 2 livres, dont un que bon, les deux je les ai déjà lus, donc je vais vous en parler rapidement, mais il y aura les updates lecture. L'édition donc des histoires fantastiques de Edgar Allan Poe dans la même collection qu'il y a eu Frankenstein, il y a aussi Arsène Lupin contre Sherlock Holmes et Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Bon, les deux autres c'est ce que je les ai déjà lus. J'avais jamais découvert Edgar Allan Poe et cette édition est magnifique. Alors j'ai 2-3 choses à dire sur cette édition, donc très très bel objet je trouve. Bon, ça c'est Freya qui a décidé de défoncer le signet, hein, elle adore les signets, qui est à 17 €, donc des ouvrages qui sont à hardback, qui se rangent bien dans la bibliothèque, qui sont vraiment élégants. À l'intérieur, pareil, les en-têtes de chapitres sont illustrées. Cette édition, elle est particulière. Alors, Edgar Allan Poe, j'ai toujours été fascinée par ce mec parce qu'il a une vie fascinante. C'est l'image même du poète maudit, grande inspiration de Lovecraft. Et c'est vrai que dans le texte, c'est un des trucs qui m'a le plus plu de faire les liens entre les deux. Les histoires fantastiques, donc, ce sont des recueils de nouvelles fantastiques du 19e siècle. C'est le fait de sortir du réel par un élément un peu effrayant. Le fantastique était vraiment lié à l'effroi à cette époque-ci, comme on peut voir avec le Horla par exemple, et donc on a ce côté de contes macabres presque, de nouvelles qui font un peu peur et qui sont très intéressantes, qui ont des topics qui reprennent par exemple comme l'étude de l'Égypte ancienne. C'est l'inspiration Lovecraftienne, on l'avoue, on voit tellement de quoi Lovecraft s'est inspiré et c'est tout ce que j'aime chez Lovecraft qui est inspiré de là. Donc cette édition elle est particulière aussi, alors ce n'est pas une nouvelle traduction comme on avait le droit avec Frankenstein, ici on est sur la traduction de Charles Baudelaire. Alors il faut remettre en contexte, Charles Baudelaire c'est un fan ouf de Edgar Allan Poe, on a sa préface qui est hyper intéressante, hein, il fait le fanboy pendant toute la préface, et cette édition est particulière, alors c'est celle qui est la plus connue, il y a aussi le poème du Corbeau qui est traduit par Mallarmé, voilà, un texte qui est très intéressant au niveau littéraire parce que c'est porté par des auteurs très importants de notre littérature française. Le seul point qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il y a eu des nouvelles traductions des histoires fantastiques depuis, bien plus proches du texte de Poe que ce qu'a fait Baudelaire, parce que Baudelaire a aussi remis un peu Poe à la sauce Baudelaire, voilà, dans ses traductions. Donc il faut prendre ce recul-là sur la traduction, mais c'est la traduction qui est la majoritairement la plus connue, celle qui a été sûrement la plus lue, mais il faut savoir que c'est pas forcément le texte de Poe au mot près, c'est vraiment la réinterprétation de Poe par Charles Baudelaire qui est tout aussi intéressant, mais si vous voulez vraiment avoir les mots de Poe, je pense pas que ça soit vraiment l'édition qu'il faut. Tant un bijou parce que il y a énormément d'informations dans ces nouvelles. Alors on va pas se le cacher, d'un point de vue moderne, c'est pas un truc révolutionnaire, c'est un truc qu'on a déjà vu dans le gothique, dans l'horrifique, dans le fantastique. Pour remettre aussi la lecture dans le contexte, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était hyper novateur, c'était hyper voilà, ça sortait vraiment du lot, et on retrouve toutes ces images de femmes qui reviennent hanter leur mari, des hommes qui deviennent fous dans des maisons un peu glauques, bref, c'est tout un topic que moi j'aime bien, parce que là, il faut le remettre dans le contexte, que c'est le texte qui est un peu la source d'inspiration de bien d'autres des textes. Vous allez pas avoir un truc novateur, vous allez lire un classique littéraire qui est très agréable à lire et qui est
facile à lire, voilà, c'est d'une facilité. Après, c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des nouvelles qui sont plus ou moins glauques, notamment la première qui parle de maltraitance sur les animaux, voilà, il y a plein de nouvelles qui sont glauques, mais on est quand même dans un peu l'horreur, donc pour le coup la première j'étais en mode oula, j'espère que ça va pas être ça tout le temps parce que je vais avoir un peu de mal avec ça, mais vraiment très bel ouvrage que je vous conseille. On quitte Poe et l'horreur pour rentrer dans une fantasy. Pour moi c'est difficile de vous la décrire parce que c'est pas de la dark fantasy dans la définition même, mais c'est un peu plus sombre que ce que l'auteur nous avait fait, et c'est pas de la fantasy non plus et heroic fantasy ou ce genre de choses. On est sur une fantasy où c'est un peu trash pour le coup, mais moi j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est ce que j'aime, hein, j'aime quand ça découpe. Je vous présente donc Anthony Ryan, l'Alliance du Fer. Donc il y a plein de choses à dire sur cette édition. La première, c'est que Brajlon a changé leur charte graphique, donc vous n'êtes pas sans ignorer que Brajlon a été absorbé par Hachette parce qu'ils Hachette avait 43% il me semble des parts de l'entreprise depuis l'affaire Marsan, et donc maintenant Brajlon n'est plus une maison d'édition indépendante. Même si beaucoup de gens ont affirmé qu'il n'y allait pas avoir de changement, il y a déjà des changements dans la charte graphique, donc voilà, qui n'est pas la même. Alors, moi je la trouve beaucoup plus moderne et agréable. Le problème c'est que dans mes grands formats Brajlon, c'est la seule qui est comme ça, et en fait on va avoir des trous parce que moi je les range par auteur, tu vois, ces livres-là je vais les ranger à côté de Blaotsang vu que c'est l'auteur de Blaotsang, mais ça choque un peu à l'œil, voilà, moi ça me dérange un petit peu à l'œil, mais voilà, ça c'est totalement je pinaille. Donc on est sur une histoire donc d'un auteur que j'aimais beaucoup, Blaotsang, gros coup de cœur, simplement le tome 2 et 3 étaient bien moins bons, un essoufflement, et la deuxième duologie j'ai lu que le premier. C'était sympa, mais loin d'être le premier tome donc de Blaotsang. Là, l'Alliance de Fer d'Anthony Ryan, c'est un Blaotsang en beaucoup plus violence. Pas beaucoup plus violent, parce que Blaotsang c'était violent, mais dans celui-ci, la violence est quand même assez omniprésente. Ça m'a fait un peu penser, comment ça s'appelle ce cher monsieur Mark Lawrence, voilà, un peu dans cette violence qu'il y a eu dans sa série avec le prince héritier, là, l'Empire brisé et tout ça. Bref, cette série-ci. On est sur une fantasy en fait où on suit un jeune homme qui s'appelle Alwyn au début de l'histoire. C'est très inspiré de Robin des Bois au début, même si le narrateur prend la parole en disant c'est pas Robin des Bois, on reverserait aux pauvres. Mais donc on suit en fait une bande de pillards qui vivent dans une forêt qui pille. Et Alwyn est un jeune garçon qui était le fils d'une péripatéticienne qui a été donc sauvé par le brigand, le chef des brigands en place. Alwyn va grandir en fait un peu dans cette violence jusqu'au jour où il y a une embuscade et où le chef est capturé et Alwyn envoyé loin de la forêt. Alors, ce que je vous dis là, c'est un petit peu spoilant sans être spoilant parce que le livre met beaucoup de temps à démarrer et c'est un peu un point négatif de ce livre-là, c'est que c'est assez lent sur ses enjeux. Voilà, ça met du temps à démarrer, mais sinon l'histoire après il y a beaucoup d'autres choses quoi. Là, je peux vous dire que il y a toute une partie de la forêt, ça dure bien là, mais dès le début de la page, tu sais quand t'as lu un peu de fantasy qu'il va y avoir un problème, je veux dire une construction de livre. Voilà, c'est la 4e aussi. Bon, et enfin, bon là je viens de le terminer. À l'instant, c'est un peu la pépite de ce mois-ci, c'est une des sorties que j'attendais le plus en ce début d'année, parce que bon, là on est plutôt le début d'année bien entamé. Je parle donc de La Promesse du Sang, la trilogie des Poudres Mages, chez les éditions Léa qui me les ont envoyées, donc Brian McKellan, voilà. Oh, c'était ouf comme lecture. Je vais pas vous faire un update lecture, mais sachez que ça a été une excellente lecture. Voilà, je vous en dirai juste, il y a un petit point négatif que j'ai eu dedans, mais ça a été une des... Je pense que ça fait partie des meilleures lectures que j'ai eues depuis ce début de l'année. Donc, La Promesse du Sang, j'avais absolument envie de le découvrir parce que je savais que ça allait être original. Ça m'a fait un bien fou de lire un truc qui change. Donc, Les Poudres Mages, c'est de la fantasy. Alors, comment vous décrire ça? C'est de la fantasy qui base son système de magie sur la poudre. Voilà, donc déjà c'est original. On est sur une fantasy post-royauté. Freya est en train de faire ses griffes sur mon pantalon, on adore. Et c'est surtout une fantaisie post-révolution. Certains l'ont comparé à une fantaisie napoléonienne d'une certaine manière. Il y a ce côté-là, mais moi, à la lecture, j'ai plus envie de vous dire que c'est presque une fantaisie
révolutionnaire. Il y a beaucoup d'inspiration de la Révolution française, je trouve, dans la façon dont c'est traité. Il y a les fusils, il y a la poudre, il y a tout... En fait, le pitch, c'est qu'il y a un coup d'état qui est organisé par, c'est Tamas, son prénom, un personnage important, et tout l'enjeu va être de maintenir à flot la ville et surtout d'installer un nouveau régime politique. C'est un livre qui est très très politique et c'est ce qui m'a beaucoup plu, dans un univers où la magie, la sorcellerie est classée de plusieurs manières. Il y a les doués, les poudres mages, il y a plusieurs sections, plusieurs types de magie, avec des différents pays. Donc en fait c'est un récit qui est assez complexe sur comment c'est traité, c'est vachement intéressant, sur comment les pays reçoivent aussi cette sorcellerie. Les poudres mages sont très mal vues dans certains pays, il y a tout le côté religieux qui ressort, et des personnages forts, multi-points de vue, c'est-à-dire qu'on suit le coup d'état, mais on suit par exemple le fils du personnage principal, qui lui va être envoyé en mission. On va suivre voilà, j'adorais Daniel, c'était mon petit préf, et on va suivre voilà, plein de points de vue différents. Il y a un enquêteur aussi, bref, un récit vraiment très complet. Je vous laisse là-dessus, mais il faut découvrir. Si vous êtes bon lecteur de fantasy, que vous avez l'habitude de lire de la fantasy, que vous vous lassez en fait de la fantasy, ça c'est un vent frais. Tout ce qui est avec les armes, en fait ça m'a fait penser un peu à des systèmes de magie à la Sanderson, c'est-à-dire qu'on change un peu des systèmes de magie habituels, et avec, je trouve, une politique bien plus intéressante que Sanderson. Voilà, c'est bien plus réussi selon moi de ce côté-là. Poudre Mage, c'est exactement le type de fantasy moderne, voilà, qu'on attend tous, c'est-à-dire un renouvellement un petit peu du genre avec de nouveaux types de magie, sortir de la médiéval fantasy, hein, c'est ce que j'aime beaucoup avec Abercrombie aussi, avec les révolutions industrielles. Là on est vraiment sur un contexte en tant que français, c'est hyper agréable parce qu'il y a plein de références, je trouve, à la Révolution française. On peut faire plein de liens sur les systèmes de révolution et de pouvoir. À découvrir, c'était la sortie un peu du début de l'année que j'attendais, et je suis pas du tout déçue, donc vraiment une des excellentes lectures que j'ai fait cette année. Mais on en reparlera plus précisément dans le update lecture, parce que j'ai envie de développer plus, parce que voilà, c'est un univers qui est très riche et très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes procuré comme livre voilà, ce mois-ci, je serais très curieuse, parce que ma palle baisse, il faut bien que je me tourne vers d'autres lectures, et je vous remercie encore pour les 20 000 abonnés, voilà, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.